Un basculement net frappe le Sahel et l'argumentaire se durcit. D'un côté, l'indépendance affichée depuis des décennies, de l'autre, la même logique décrite, terre, sous-sol, élite locale et une richesse qui remonte vers l'extérieur. Ce contraste, martelé devant une foule, pose une question concrète. Quand l'ordre ancien vacille, qui paie le prix et pourquoi Ibrahim Traoré relie-t-il l'enjeu à une liberté réelle plutôt qu'à un slogan? La suite promet un bras de fer et un test d'unité durablement pour le Mali, le Burkina et le Niger. Ce discours promet plus qu'une dénonciation. Il annonce une ligne de confrontation durable avec des conséquences politiques, économiques et sociales mesurables. L'enjeu pour les populations est simple, comprendre si cette rupture revendiquée peut produire des marges de manœuvre réelles ou seulement déplacer les rapports de force existants. L'intérêt pour le public tient en une promesse claire. Décrypter ce qui relève du symbole et ce qui peut transformer le quotidien en sécurité, en énergie, en service de base. Dans cette perspective, la parole d'Ibrahim Traoré s'inscrit comme un point nodal reliant passé, colonial, frustration contemporaine aux projections d'un avenir souverain. Elle agrège des griefs anciens, mais tente aussi de fixer un cap collectif pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Reste une question centrale. Cette rhétorique de fermeté crée-t-elle une capacité d'action nouvelle ou expose-t-elle ces États à des pressions accrues, diplomatiques et économiques, dont le coût pourrait retomber sur les mêmes populations invoquées? Ce discours ne vise pas seulement l'extérieur, il redéfinit d'abord l'ennemi à l'intérieur. En plaçant les valets locaux au centre de la critique, la cible principale devient un mécanisme de relais plus qu'une puissance lointaine présentée comme durablement installée depuis les indépendances. La comparaison implicite est claire. Avant, une domination indirecte, discrète et continue. Après, une rupture revendiquée, frontale, assumée, même au prix de tensions prolongées. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir à la trame historique mobilisée. Le propos enchaîne l'esclavage, la colonisation, puis les indépendances formelles, décrites comme incomplètes. Le fil conducteur reste identique, les ressources sortent, la valeur se concentre ailleurs et les décisions stratégiques échappent aux populations locales. Ce récit n'apporte pas de chiffres nouveaux, mais il accumule des images concrètes. Mines sans route, territoires exploités sans infrastructure, énergie produite pour d'autres, obscurité laissée sur place. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un simple orateur, mais comme un porte-voix d'une mémoire collective revendiquée. Il convoque le sang des anciens combattants, des déportés, des travailleurs forcés pour construire une continuité morale entre passé et présent. Cette continuité sert un objectif précis, légitimer une désobéissance actuelle au nom d'un héritage de résistance. Le contexte régional renforce ce message. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont présentés comme liés par une même trajectoire et désormais par une même décision politique. La référence à une architecture de défense commune marque un passage du discours à l'organisation, du symbole à la structure. Elle suggère que la rupture n'est pas isolée, mais pensée comme collective. Un micro-cas cristallise ce basculement. L'exemple du Niger, décrit comme fournisseur d'uranium depuis des décennies, illuminant d'autres capitales pendant que la population locale reste privée d'électricité. Ce contraste résume l'argument central. Si la pauvreté est si extrême, pourquoi la présence étrangère refuse-t-elle de partir? La question reste ouverte. Cette mise en contexte prépare-t-elle une transformation concrète ou seulement une redéfinition des lignes de front politique? Dans ce récit, le personnage central n'est pas seulement un dirigeant, mais une fonction narrative, celle de catalyseur. Ibrahim Traoré est présenté moins comme un homme seul que comme un point de convergence où se croisent colère populaire, mémoire historique et attente de résultats rapides. Son rôle, tel qu'il transparaît, consiste à transformer une indignation diffuse en trajectoire lisible. Les premiers impacts évoqués ne sont pas encore économiques au sens strict, mais symboliques et politiques. Le ton de fermeté modifie la perception du pouvoir chez une partie des citoyens. L'État n'apparaît plus uniquement comme un intermédiaire contraint, mais comme un acteur qui assume le risque de dire non. Cette bascule psychologique est décrite comme un préalable à toute action plus concrète,
notamment dans les domaines de la sécurité et de la souveraineté économique. Un premier cas illustre cet effet immédiat, la solidarité affichée avec le Niger après le 26 juillet. La promesse de soutien militaire total, formulée sans ambiguïté, sert autant de message externe que de signal interne. Elle vise à montrer que les lignes rouges ZIA sont désormais explicites et que l'isolement n'est plus accepté comme fatalité. En parallèle, le discours touche les forces armées et les combattants présentés comme garants physiques de cette rupture. Leur protection est invoquée à plusieurs reprises, renforçant l'idée que la transition politique s'appuie sur un socle sécuritaire assumé. Cette mise en avant suggère un changement de priorité où la survie de l'État précède toute normalisation diplomatique. À ce stade du raisonnement, une promesse implicite apparaît clairement. Sans autorité perçue comme souveraine, aucune réforme durable n'est possible. Avant, le schéma est décrit comme prévisible, présence étrangère durable, accord sécuritaire asymétrique, exploitation des ressources sans transformation locale visible et une élite nationale accusée de servir d'interface docile. Après, le ton change brutalement, la prise de parole marque un point de non-retour où la rupture n'est plus suggérée, mais proclamée comme irréversible. L'élément déclencheur se situe dans l'accumulation des frustrations. Les classements répétés qui désignent le Burkina Faso, le Mali ou le Niger parmi les pays les plus pauvres deviennent dans le discours une preuve paradoxale. Si la pauvreté est aussi extrême, alors la logique de présence étrangère est remise en cause. Pourquoi rester si rien n'est censé valoir ? Cette inversion rhétorique sert de levier pour justifier la décision de demander aux maîtres de quitter les lieux. Le moment de bascule est ensuite personnifié. Le refus d'entrer dans les rangs d'une élite décrite comme formée et formatée cristallise l'affrontement. À partir de là, les hostilités sont présentées comme inévitables. Selon le récit, elles prennent plusieurs formes simultanées: pression diplomatique, menaces sécuritaires, campagne de désinformation. Le conflit n'est plus uniquement militaire, il devient informationnel et symbolique. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages de la cohérence régionale. La solidarité affichée avec le Niger, notamment après le 26 juillet, transforme un événement national en signal régional. La promesse d'une réponse commune à toute agression élargit l'enjeu. Toucher un État revient désormais à s'exposer à un front collectif. Cette logique introduit une nouvelle lecture des rapports de force au Sahel. Le point culminant intervient avec l'annonce d'une architecture de défense mutuelle officialisée en septembre 2023. Ce cadre marque le passage d'une réaction politique à une organisation structurée. Il ne s'agit plus seulement de discours, mais d'un dispositif censé durer. La défense est présentée comme la première étape avant une extension vers d'autres domaines jugés stratégiques: finances, économie, infrastructures, santé, éducation. Les répliques ne tardent pas à se faire sentir. Le discours anticipe des tentatives de déstabilisation, évoquant des mercenaires, des formateurs armés et des attaques visant les populations civiles. À ces menaces répond une affirmation de lucidité populaire. Les peuples du Sahel sont décrits comme désormais éveillés, moins perméables à la manipulation. La phase de retombée s'installe alors. La confrontation devient une donnée permanente intégrée au quotidien politique. Le message final n'est pas celui d'un apaisement rapide, mais d'une endurance assumée. La guerre évoquée n'est pas seulement armée, elle est morale et historique. Cette succession d'événements pose une interrogation lourde. La rupture revendiquée ouvre-t-elle un cycle de reconstruction souveraine ou un affrontement prolongé au coût difficile à contenir ? Pendant de longues décennies, l'exploitation a été présentée comme stable. Aujourd'hui, le discours affirme une rupture nette dans l'acceptation de ses effets. La base, décrite sans ambiguïté, repose sur une extraction continue de ressources stratégiques et une pauvreté persistante. Le delta revendiqué tient en une décision politique: refuser la continuité et assumer les coûts immédiats de la contestation. Premier repère chiffré, et plus de 40 ans d'exploitation de l'uranium au Niger sont évoqués comme un symbole. Cette durée sert à souligner un déséquilibre structurel entre production et bénéfices locaux. L'électricité éclaire des capitales lointaines, tandis que la population nigérienne reste confrontée à des coupures et à un accès limité à l'énergie. Le nombre ne prétend pas mesurer un rendement précis, mais il installe une temporalité longue suffisante pour juger
juger des résultats. Deuxième repère, les années 1960, moment des indépendances formelles, sont rappelées comme point de départ. Ce jalon historique marque la promesse initiale d'autonomie politique. Le contraste est posé avec le présent. Malgré plus d'un demi-siècle écoulé, les mécanismes dénoncés sont décrits comme inchangés. Cette comparaison temporelle renforce l'argument selon lequel la domination n'a pas disparu mais s'est transformée. Troisième repère, la date du 16 septembre 2023 associée à la mise en place d'une architecture de défense mutuelle. Ce chiffre sert de borne de transition avant des réactions dispersées après une tentative de coordination institutionnelle. Il ne s'agit pas encore d'un indicateur d'efficacité, mais d'un marqueur de passage du discours à la structure. Autour de ces repères, les contrastes qualitatifs se multiplient. Les sols sont décrits comme troués de toutes parts pour l'extraction de l'or sans route praticable ni services sociaux correspondants. L'absence d'infrastructures est opposée à la richesse extraite. Ce décalage fonctionne comme une preuve indirecte. Si la valeur créée localement était réinvestie, certains manques visibles devraient déjà avoir été comblés. Dans cette logique, Ibrahim Traoré utilise les chiffres non comme des instruments technocratiques, mais comme des points d'ancrage narratifs. Ils servent à stabiliser un récit de déséquilibre compréhensible par un large public. L'objectif n'est pas de convaincre par des tableaux, mais de rendre l'injustice perceptible que dans le temps et l'espace. La démonstration s'appuie aussi sur les classements internationaux qualifiant ces pays de plus pauvres. Ces évaluations, sans chiffres précis cités, sont retournées comme argument. Si la pauvreté est avérée, alors la présence prolongée d'acteurs extérieurs devient incohérente avec le discours de développement. En somme, la preuve avancée n'est pas une statistique isolée, mais une accumulation de durée, de dates et de contrastes visibles. Le message central est clair, la continuité chiffrée de l'exploitation contraste trop fortement avec l'absence de progrès mesurable pour justifier le statu quo. Les critiques de cette ligne de rupture avancent d'abord un argument de stabilité. Selon eux, rompre brutalement avec des partenaires extérieurs expose le Burkina Faso, le Mali et le Niger à des risques immédiats, isolement diplomatique, sanctions économiques, raréfaction de l'aide financière et affaiblissement des capacités sécuritaires. Dans cette lecture, la coopération imparfaite serait préférable à une confrontation dont les coûts pourraient dépasser les bénéfices attendus, surtout pour des populations déjà fragilisées. Un second argument insiste sur la complexité des chaînes de valeur. L'exploitation des ressources, notamment minières et énergétiques, dépend d'investissements lourds, de technologies spécialisées et de marchés internationaux. Couper ou fragiliser ces liens, disent les opposants, ne garantit pas une meilleure redistribution locale. Au contraire, cela pourrait ralentir la production, réduire les recettes publiques et retarder toute amélioration concrète des infrastructures ou des services sociaux. La réponse formulée dans le discours ne nie pas ces risques, mais les requalifie. Elle affirme que la stabilité invoquée est trompeuse car elle s'appuie sur une pauvreté durable et une dépendance structurelle. Maintenir ce modèle reviendrait à accepter des coûts étalés dans le temps, moins visibles mais tout aussi lourds. La rupture, à l'inverse, concentre les risques sur le court terme pour espérer desserrer l'étau à moyen et long terme. Concernant les chaînes de valeur, l'argument retourné est simple. Après des décennies de coopération, les résultats promis ne sont pas au rendez-vous. Si la logique actuelle fonctionnait réellement en faveur des populations, des signes tangibles seraient déjà observables. L'absence persistante d'infrastructures de base devient ainsi un contre-argument empirique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme ignorant des contraintes, mais comme acceptant un pari politique assumé. Le choix n'est pas décrit comme optimal, mais comme nécessaire face à une alternative jugée épuisée. La rupture devient alors un instrument de négociation, autant qu'un acte de souveraineté. Ce Stillman clarifie l'enjeu. Il ne s'agit pas d'opposer naïveté et réalisme, mais deux calculs de coûts distincts, l'un immédiat, l'autre différé. Mais cette rupture ne se limite pas à l'extérieur, elle vise aussi l'intérieur. Ce point marque un changement décisif. Le discours ne se limite plus à dénoncer des puissances extérieures, il recentre la responsabilité sur des relais internes décrits comme essentiels au maintien de l'ordre ancien. Cette bascule déplace la ligne de conflit.
L'adversaire n'est plus seulement hors des frontières, il est aussi au cœur des appareils politiques et économiques nationaux. Dans cette lecture, la souveraineté ne peut être obtenue sans transformation interne. La critique des esclaves de salon sert à rompre avec une culture de dépendance présentée comme normalisée depuis les indépendances. Elle vise à délégitimer des élites accusées d'avoir confondu survie personnelle et intérêt collectif. Ce déplacement du regard explique pourquoi la rupture annoncée est décrite comme totale et non négociable par ajustements successifs. Ibrahim Traoré s'inscrit ici comme un vecteur de clarification. En nommant l'ennemi intérieur, il réduit l'ambiguïté politique et force chaque acteur à se positionner. Cette stratégie comporte un risque élevé de polarisation, mais elle produit aussi un effet de lisibilité inédit pour une partie de la population. Ce révélateur de mi-parcours change la compréhension de l'ensemble. La confrontation n'est pas seulement géopolitique, elle est aussi sociale et morale. Dès lors, les enjeux dépassent la diplomatie et touchent à la refondation même de l'État. Les effets pratiques de cette ligne de rupture se déclinent différemment selon les acteurs concernés. Pour les institutions nationales, la première conséquence est une redéfinition des priorités. La sécurité et la souveraineté décisionnelle sont placées au-dessus de la recherche d'une reconnaissance internationale immédiate. Cette hiérarchisation modifie la manière dont les politiques publiques sont justifiées. La légitimité est recherchée d'abord à l'intérieur, auprès des citoyens, plutôt qu'à l'extérieur. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne une autorité qui assume des choix coûteux au nom d'une cohérence politique revendiquée. Pour les forces économiques, notamment les entreprises liées aux secteurs extractifs, l'incertitude augmente. Les règles implicites qui prévalaient sont remises en question et les acteurs doivent composer avec un environnement plus imprévisible. À court terme, cela peut freiner certains investissements ou en retarder d'autres. À plus long terme, le discours suggère une possible renégociation des rapports fondée sur une transformation locale plus visible des ressources. Toutefois, cette perspective reste conditionnée à des capacités internes encore à consolider. Du point de vue des populations, les conséquences sont ambivalentes. D'un côté, la rhétorique de dignité et de fierté collective produit un effet mobilisateur. Elle renforce le sentiment d'appartenance et la perception d'un État qui parle au nom de ses citoyens. De l'autre, les risques matériels ne sont pas niés. Tensions sécuritaires, pression économique et possibles pénuries peuvent affecter le quotidien. Le discours invite néanmoins à accepter ces difficultés comme le prix d'un changement structurel attendu. À l'échelle régionale, la solidarité affichée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger modifie les équilibres. La promesse de soutien mutuel transforme chaque crise nationale en enjeu collectif. Cette logique réduit l'isolement individuel, mais elle augmente aussi la portée des confrontations. Un conflit local peut désormais produire des répercussions élargies, renforçant à la fois la dissuasion et le risque d'escalade. L'ensemble de ces conséquences convergent vers un même point. La rupture annoncée n'est pas abstraite. Elle se traduit par des arbitrages concrets, visibles, qui touchent l'État, l'économie, la société et la région. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un symbole de cette convergence, reliant discours, décisions et exposition au coût. La question qui s'impose alors est directe. Ces sacrifices assumés produiront-ils à moyen terme des bénéfices tangibles pour les populations ou installeront-ils une nouvelle forme de vulnérabilité durable ? Le premier scénario, dit de base, repose sur une continuité sous tension. Les États concernés maintiennent la ligne de fermeté tout en cherchant des ajustements pragmatiques. Les pressions extérieures persistent, mais sans escalade majeure. La coopération régionale progresse lentement, surtout sur le plan sécuritaire, tandis que les chantiers économiques avancent de manière inégale. Si cette trajectoire se confirme, alors les populations pourraient ressentir une stabilité relative, sans amélioration rapide du niveau de vie, mais avec une consolidation progressive de l'autorité étatique. Le scénario optimiste suppose une montée en capacité interne plus rapide que prévu,
Les mécanismes de solidarité régionale deviennent opérationnels, limitant l'impact des sanctions ou des ruptures de partenariat. Des accords alternatifs émergent, permettant une meilleure valorisation locale des ressources. Dans ce cadre, la rhétorique de souveraineté trouve des traductions visibles, même partielles, en infrastructures ou en services. Si ces dynamiques s'enclenchent, alors la rupture actuelle pourrait être perçue comme un tournant fondateur, capable de renforcer la légitimité politique et sociale des dirigeants engagés dans cette voie. Le scénario pessimiste met l'accent sur les risques cumulés. Une intensification des pressions diplomatiques et économiques, combinée à des défis sécuritaires persistants, fragilise les États concernés. Les ressources financières se raréfient, la coordination régionale montre ses limites et les populations subissent plus directement les coûts du bras de fer. Si ces facteurs se conjuguent, alors la rupture pourrait produire une fatigue sociale, affaiblissant l'adhésion initiale et compliquant toute réforme structurelle. Ces trois scénarios ne s'excluent pas totalement. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les territoires. La variable décisive reste la capacité à transformer une posture politique en résultat concret, mesurable et perçu comme équitable. Plus que le discours, c'est l'enchaînement des décisions et leur lisibilité qui orienteront la trajectoire. La réflexion à retenir est simple. Dans un contexte aussi polarisé, la question n'est pas seulement de savoir ce qui est décidé, mais comment et pour qui ces décisions produisent des effets visibles. Pour une première catégorie de public, notamment les citoyens urbains et les jeunes, l'enjeu principal réside dans la crédibilité du changement annoncé. Le discours de rupture résonne fortement avec un sentiment de stagnation prolongée. Il offre un récit clair désignant des responsabilités et affirmant une capacité d'agir. Toutefois, cette adhésion symbolique reste conditionnée à des signaux concrets, accès à l'énergie, sécurité quotidienne, opportunités économiques visibles. Sans ces marqueurs, l'enthousiasme initial risque de se transformer en attente frustrée. Un second groupe concerne les acteurs de terrain, en particulier les forces de sécurité et les agents publics. Pour eux, la ligne de fermeté redéfinit le sens de l'engagement. Elle valorise le rôle de protection et de service au nom d'un intérêt collectif supérieur. Cette reconnaissance peut renforcer la cohésion interne, mais elle accroît aussi la pression opérationnelle. Le défi est de maintenir la motivation sans épuiser les capacités humaines et matérielles déjà sollicitées. Un troisième public, plus discret, regroupe les acteurs économiques locaux. Artisans, commerçants et petites entreprises observent la situation avec pragmatisme. Leur soutien dépend moins des discours que de la stabilité minimale permettant de travailler. Une rupture prolongée sans amortisseur économique peut fragiliser ces acteurs, pourtant essentiels à la résilience sociale. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère discursif central, mais non suffisant à lui seul. La relation avec ses publics repose sur un équilibre délicat entre patience demandée et résultats attendu. Un message revient implicitement, la souveraineté proclamée doit se traduire en bénéfices différenciés selon les réalités de chacun. Deux pistes modestes émergent, améliorer la transparence des décisions et reconnaître explicitement les coûts supportés par les populations. Ces gestes, sans résoudre les contraintes structurelles, peuvent renforcer la confiance et prolonger l'adhésion collective. La feuille de route esquissée dans le discours repose sur une logique graduelle, structurée en étapes lisibles. Première étape, sécuriser l'essentiel. La priorité accordée à la défense collective vise à garantir un minimum de stabilité territoriale, condition préalable à toute action économique ou sociale. Sans ce socle, aucune réforme ne peut être durablement engagée. Deuxième étape, élargir le champ de la coopération régionale. L'architecture commune ne se limite pas à la sécurité, elle est appelée à s'étendre aux finances et à l'économie. L'objectif affiché est de réduire les dépendances critiques en mutualisant certaines décisions et en coordonnant les positions face aux partenaires extérieurs. Cette phase suppose une discipline politique élevée et une capacité de compromis entre États. Troisième étape, investir dans les infrastructures,
et les services sociaux. Santé, éducation et accès à l'énergie sont présentés comme des indicateurs concrets de réussite. Le discours ne détaille pas les financements, mais insiste sur la nécessité de mesurer les progrès par des résultats visibles plutôt que par des engagements abstraits. L'évaluation devient ainsi un outil politique central. Quatrième étape, refonder la relation entre gouvernants et gouvernés. La rupture avec les relais internes dénoncés implique de nouvelles pratiques de responsabilité, transparence, exemplarité et alignement avec l'intérêt collectif sont posés comme des exigences, non comme des options. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré incarne moins un planificateur technique qu'un garant symbolique du cap. Son rôle est de maintenir la cohérence entre discours, décisions et attentes populaires. Le succès de cette feuille de route dépendra moins de sa formulation que de sa mise en œuvre progressive et mesurable. La question décisive demeure, ces étapes pourront-elles être tenues dans le temps, sans dilution ni retour aux logiques dénoncées? Le récit revient alors au point de départ, l'idée d'un État qui cesse d'être un simple relais pour redevenir un acteur debout. Le motif du combattant, déjà évoqué plus tôt, refait surface comme symbole de continuité. Hier, ceux qui ont résisté à l'esclavage, à la déportation et aux guerres imposées, aujourd'hui, ceux qui assument une rupture politique présentée comme héritière de cette même dignité. Cette boucle narrative donne au discours une portée émotionnelle précise. Elle transforme une série de choix stratégiques en récits collectifs où chaque citoyen est invité à se reconnaître. La souveraineté n'est plus seulement une affaire d'accords ou de frontières, mais une posture morale partagée. Dans ce cadre, l'endurance devient une valeur centrale, presque un devoir transmis entre générations. Ibrahim Traoré est replacé dans cette continuité symbolique. Il n'est pas présenté comme un héros isolé, mais comme un dépositaire temporaire d'une volonté plus large. Cette mise en perspective atténue la personnalisation excessive tout en renforçant la charge émotionnelle du message. Le pouvoir est décrit comme une responsabilité, non comme une finalité. Une phrase s'impose alors comme un clou narratif. La liberté réelle a un prix, mais la résignation en a un aussi. C'est sur cette tension que le discours se referme, laissant au public le soin de juger laquelle de ces deux voies paraît la plus supportable à long terme. La conclusion ne cherche pas à imposer une lecture unique, mais à ouvrir un espace de réflexion collective. Ce qui se joue dépasse un pays ou un cycle politique précis. Il s'agit d'un rapport au pouvoir, à la dépendance et à la responsabilité qui interroge autant les dirigeants que les citoyens. La rupture revendiquée n'a de sens que si elle devient intelligible, discutée et appropriée par ceux qui en supportent les conséquences. À ce stade, l'enjeu pour le public est moins de choisir un camp que de formuler les bonnes questions. Qu'attend-on concrètement d'une souveraineté retrouvée ? Quels compromis sont acceptables et lesquels ne le sont plus? Comment mesurer les progrès sans se contenter de symboles forts mais éphémères? Ces interrogations structurent le débat bien au-delà du Sahel. Ce moment invite aussi à un regard comparatif. D'autres régions ont tenté des chemins similaires avec des résultats contrastés. Les observer permet d'éviter les simplifications et de nourrir une discussion plus mature. La suite dépendra de cette capacité à débattre sans aveuglement ni résignation. C'est là que se joue peut-être la différence entre un élan passager et une transformation durable.